Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. 5, c'est le nombre de Calcutta Cup remportés par l'Écosse au cours des 6 derniers tournois. En effet, le 15 du Chardon est ressorti victorieux de ses duels avec l'infâme Albion lors des éditions 2023, 2022, 2021, 2019 et 2018. Souvent considéré comme le petit poucet des îles britanniques, la faute à son inconstance, à son vivier réduit et à un certain manque de puissance, l'Écosse fait tout de même figure de bête noire des Anglais. Samedi dernier, les hommes de Greg Townsend se sont de nouveau imposés à Twickenham, ce qui n'est sûrement pas sans conséquence pour le foie de notre ami Finn Russell. Dans cette vidéo, on va analyser cette victoire écossaise et on va voir quelles clés est-ce qu'on peut en tirer dans le cadre du déplacement de nos Bleus à Twickenham dans 3 semaines. Car je rappelle que le 15 de France ne s'y est pas imposé depuis 18 ans. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment sur la chaîne, puis dans le même temps, j'en profite pour remercier ceux qui me suivent depuis plus longtemps, mention spéciale d'ailleurs aux tipeurs qui contribuent au financement de la chaîne. Aussi, pour ceux qui sont passés à côté, je vous invite à rejoindre la communauté sur la plateforme Pronostic Games. C'est un espace où on peut se challenger entre amis, entre collègues, entre coéquipiers pour prédire les résultats des matchs du tournoi. Et l'avantage, c'est que c'est gratuit et qu'il n'y a aucun argent en jeu. Vous êtes déjà plus de 400 à être inscrits, c'est énorme, merci beaucoup. En plus, je publie des sondages et des quiz pour tester un petit peu votre connaissance sur les matchs du tournoi. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Maintenant, retour à la vidéo. Alors, comment les Écossais se sont imposés une nouvelle fois face aux 15 de la Rose? Eh bien, j'ai envie de dire presque en jouant à la dépossession en fait. Les stats en la matière sont clairement à l'avantage des Anglais avec 57% de possession pour l'Angleterre, mais j'irai même plus loin en parlant presque de désoccupation puisque 70% du match s'est passé dans le camp écossais. C'est énorme. Mais alors vous allez me dire comment est-ce que c'est possible que les Écossais s'en soient sortis avec des stats aussi défavorables? Eh bien c'est simple, le premier point, c'est la défense. L'Écosse possède selon moi l'une des meilleures défenses du tournoi, en tout cas sur ce qu'ils ont montré sur ce match. Leur ligne défensive est d'une résilience à toute épreuve, les plaquages sont nets, précis, les joueurs montent vite pour agresser le porteur de balle et mettre rapidement au sol. En résulte un taux de réussite au plaquage hallucinant. D'après Rugbyrama, ce score s'élève à 96% de plaquage réussi. L'Écosse a donc érigé une véritable muraille infranchissable, capable de résister aux longues phases de possession anglaises qui ont à plusieurs reprises dépassé les 10 temps de jeu consécutifs. Et dans l'exercice, on peut voir que tout le monde s'y est filé. Matt Fagerson en tête fait office de modèle avec 26 plaquages réussis. Mais on peut voir que la charnière n'a pas laissé sa part au chien avec White et Russell qui sont tous les deux à 10 et 11 plaquages. Mention spéciale notamment au Racingman pour ce plaquage sur Vunipola, c'est à l'image de l'engagement de son équipe dans le secteur. Mais la défense ne s'est pas uniquement reposée sur le plaquage. Pour moi, un des éléments clés de la victoire, c'est le combat au sol. C'est surtout la capacité qu'ont eu les Écossais à ralentir tous les ballons. J'en avais parlé lors de la vidéo preview sur le tournoi. Ils ont une capacité à pourrir les sorties de balles, à flirter avec la limite pour empêcher les sorties rapides. Et dans ce secteur, leur arme la plus redoutable, c'est Jamie Ritchie qui s'y est employé pendant tout le match. Et ça ressort dans les stats puisque la moitié des rucks anglais ont été des rucks lents, voire très lents. On considère qu'un ruck est lent lorsque le ballon prend plus de 3 secondes à sortir et qu'il est très lent lorsqu'il prend plus de 6 secondes. Je vous affiche en détail les stats là en bas de l'image. En noir c'est l'Écosse et en doré c'est l'Angleterre. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez y jeter un œil. Mais la défense sans discipline, bah ça sert à rien. Et c'est là où les Écossais ont fait fort, en étant constamment en train de défendre dans leur camp, qui plus est, les partenaires de Stuart Hogg n'ont concédé que 9 pénalités, autant dire que ça relève de l'exploit, et que les Bleus feraient bien de s'en inspirer. Après, c'est vrai aussi que l'arbitrage a été assez laxiste sur les zones de ruck, ça plongeait, il laissait pas mal les mains se mettre sur le ballon, etc. Mais quand même, je trouve ça assez impressionnant de parvenir à maintenir une telle discipline, une telle rigueur au plaquage, lorsqu'on a aussi peu le ballon. D'autant plus qu'à certains moments, l'Angleterre a pratiqué un très beau rugby, et oui, ça arrive, et faut l'admettre. Sa circulation de balles et son schéma offensif sont les suivants, en 1-3-3-1, c'est-à-dire un avant sur chaque aile avec 2 cellules 3 avant au centre. Alors selon les situations, ça peut changer évidemment, mais disons que c'est leur schéma de base auquel ils se réfèrent. Beaucoup d'équipes jouent de la sorte ou avec des variantes, Up Rugby a d'ailleurs fait une vidéo très intéressante à ce sujet. Dans le cas de l'Angleterre, ces cellules sont animées d'abord par le 9 en premier lieu, tandis que le 10, donc soit Smith, soit Farrell selon les situations, se positionne dans le dos ou alors entre les cellules pour animer la deuxième. Et c'est là que l'avantage d'avoir 2-10 sur le terrain se dessine pour les Anglais et par rapport à leur schéma d'attaque. Parce que ça offre de plus grandes options de distribution, ça assure une plus grande efficacité dans les transmissions, et ça notamment lorsque l'un des deux est indisponible car plaqué ou alors consommé dans un ruck par exemple. Et donc j'ai isolé une action très parlante qu'on va analyser et décortiquer ensemble. On est sur une attaque anglaise, le ballon est lent parce que Jamie Ritchie, donc on doit se remettre en place pour pouvoir attaquer. On envoie la cellule d'avant qui fixe et donne dans le dos pour lancer l'autre groupe d'avant qui lui arrive pleine balle pour créer un point de fixation
orientation milieu de terrain. La vitesse et les soutiens efficaces font que le ballon est plutôt rapide. On pourrait faire mieux, mais bon, c'est assez rapide quand même. Pendant ce temps, Smith fait peser sa menace en se cachant derrière les gros, et c'est Farrell qui distribue. Il est premier receveur, il vient au plus près de la défense, escorté d'Itoje et de George pour passer dans le dos à Smith justement. Malgré tout, la défense glisse bien et Smith est consommé au déblayage et il y a plus de 10. Mais c'est pas grave parce que Farrell est en place, il a replacé ses troupes et il prévoit déjà le coup suivant. Et alors que son œuf porte le ballon vers l'extérieur, ce qui attire son vis-à-vis et crée un trou au ras du ruck qui n'est pas comblé, il décide alors d'attaquer plein axe. Sa course fixe Crosby et White, ouvrant alors la porte pour Merchant qui surgit dans l'intervalle. Et là on a un travail très intelligent d'Ellis Genge. Oui, je sais que ça peut paraître surprenant, c'est un pilier, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, le rugby moderne a ses vices lui aussi. En effet, on voit que la défense écossaise a été particulièrement resserrée dans cette moitié de terrain. Il faut donc écarter pour profiter des espaces sur le large. Sauf que les 2 mètres à jouer, Smith et Farrell sont en retard car ils ont tous deux été amenés au sol sur l'action précédente. Et ce que fait Genge, c'est qu'au lieu d'aller défier avec Chesum ou de rester dans son rôle de soutien offensif à l'intérieur, il vient en fait prendre la place de distributeur en demandant une passe dans le dos. Alors ça paraît pas incroyable comme ça, mais c'est une prise de décision très rapide avec une grosse capacité d'analyse pour savoir qu'est-ce qui est le plus opportun au moment donné, et donc on voit qu'il vient prendre la place de Farrell. Même Farrell je pense est un peu surpris par cette prise de décision. Le pilier redresse sa course pour arrêter le glissement de la défense qui file vers l'extérieur pour éviter de se faire déborder, et en particulier il fixe qui? C'est Richie, l'un des meilleurs plaqueurs adverses. Mais au lieu de lui péter dans la courge, il donne à Stewart, ce dernier joue avec Claude Lam qui n'a plus qu'à négocier son 2 contre 1 en bowling, chose qu'il fait très bien, ballon à 2 mains, incertitude, passe, essai. Même si je pense que Hogg se laisse un peu trop fixer et qu'il aurait pu faire confiance à Richie qui revenait sur Claude Lam, mais bon, ça va tellement vite, c'est facile à dire comme ça de mon point de vue. La grande force des Anglais sur leurs attaques, c'est d'avoir beaucoup de solutions pour les porteurs de balles. Qu'ils soient avant ou 3/4, ils ont très souvent de multiples solutions pour faire la passe. J'ai trouvé leur lancement particulièrement intéressant, dès qu'ils ont réussi à mettre de la vitesse, ça a été particulièrement efficace. Regardez par exemple sur ce lancement, Farrell a 4 options en plus de celle de conserver et d'aller défier. Et ça, quand t'es défenseur et que l'attaquant en face, il a plein d'options crédibles à portée de main, bah ça te met pas bien. Également, on a retrouvé des patterns d'attaque similaires à ceux employés face à la Nouvelle-Zélande en novembre. C'est-à-dire des structures offensives sur lancement de jeu qui s'organisent en 2 lignes avec des sens opposés. Ça paraît compliqué comme ça, mais on va voir ensemble. Donc là, sur l'image, Farrell, il est au centre de ces lignes. C'est lui qui est au carrefour. Il y en a une qui vient du large et qui inverse sa course pour venir fixer la défense. Et dans le dos, dans la profondeur, on a une deuxième ligne offensive qui, elle, au contraire, reste dans l'axe pour venir se déployer dans le sens du jeu au dernier moment. Alors malheureusement, Farrell ne contrôle pas bien le ballon et donc l'effet de vitesse est perdu, mais avec un poil plus de maîtrise, je pense que ce genre d'attaque peut faire très mal. Et donc on y revient, les Écossais s'en sont sortis grâce à leur défense et leur discipline qui ont permis de ralentir le plus possible les rouages de la machinerie anglaise et ainsi ont évité de trop s'exposer. Également, on a vu que les Écossais ont été mis en difficulté dans le jeu au pied. Russell concède plusieurs touches, dont une directe et une autre qui est considérée comme directe mais qui n'est pas directe dans les faits. Ils ont aussi été déplacés par l'arrière-garde anglaise qui a su trouver des failles dans la couverture écossaise. Et ça m'a un peu étonné parce que normalement, Hogg et Russell, ils dominent ce secteur avec de longs jeux au pied qui permettent d'aller jouer chez l'adversaire. Mais je pense que sur ce match-là, ils ont été dominés parce que en fait, l'Angleterre avait l'avantage du nombre avec 4 joueurs qui peuvent envoyer des coups de tatane, que sont Smith, Farrell, Stewart et Malins qui ont pas mal mis en difficulté la couverture écossaise sur le coup. Face à ce constat d'impuissance, les Écossais n'ont pas hésité à jouer à la main, vu que de toute façon les Anglais n'étaient pas forcément très appliqués au plaquage, on le voit notamment sur l'essai de Duhan van der Merwe, même si Farrell est habilement gêné par Turner au départ de l'action, globalement là-dessus les Anglais ils ont joué à toucher. Et puis on a vu que dans les rucks, il y en avait certains qui n'avaient pas trop envie de se décoiffer. J'ai trouvé l'Écosse très entreprenante quand elle avait le ballon, il s'en est fallu de peu pour que ses joueurs marquent un essai de 90 mètres à l'heure de jeu, avec ce manque de précision dans la finition, avec la passe de Hogg qui est pas très bonne, mais il réitère l'opération en toute fin de partie pour gagner le match, et ça, on va le voir ensemble aussi. Donc, suite à un échange de jeu au pied duquel les Écossais n'arrivent pas forcément à se sortir, Russell choisit de déplacer le ballon qui arrive jusqu'à Tuipulotu. Pourquoi de Tuipulotu? Parce qu'il est dans la zone où sont placées les premières lignes anglais, donc les joueurs les plus lents du 15 de la Rose. Le centre fait un gros travail, son portée de balle et ses courses sont optimales. Avec ce petit appui, il vient arrêter le glissement de la défense et fixe 2 joueurs avant de libérer pour Kinghorn. Ça continue à progresser un peu sur l'aile, la défense n'est pas encore replacée que ça rééjecte, les passes s'enchaînent avec une course tranchante de Crosby plein axe au milieu du terrain, ce qui amène 2 défenseurs encore au sol et va resserrer la ligne alors que le danger est au large. Danger que Russell identifie d'emblée puisqu'il vient ensuite au cordeau pour adresser une sublime passe sautée pour Kyle Stein, contournant ainsi Ben Youngs qui venait couper.
Stein franchit, et alors que toute la défense anglaise fait l'effort pour revenir et se mettre en place dans la zone où ça vient de percer, et bien en fait Tuipulotu, encore lui, fait un gros travail, puisqu'il vient assurer la continuité du jeu en faisant rebondir le ballon dans le sens inverse. Le but c'est d'atteindre l'aile gauche où il y a un énorme surnombre, il y a un 6 contre 2 avec Vunipola qui vient de faire une course de 50 mètres et qui est en train de cracher ses poumons, et là le talonneur Fraser Brown se mue en véritable demi d'ouverture avec une sublime passe pour Gray, qui lui réplique avec une parfaite passe sur le pas pour éliminer Maylins, puis Fagerson sert son ailier, peut-être un peu trop tôt, mais la vitesse et la puissance du Sud-Africain d'origine font la différence pour inscrire l'essai de la gagne. Ce match, ça a été une véritable opposition de style entre d'une part une équipe qui a une organisation offensive très structurée avec des joueurs très denses, mais qui dès qu'elle manque un peu de vitesse, finit par se gripper, et de l'autre une équipe beaucoup plus résiliente, capable d'encaisser les coups avant de saisir la moindre occasion pour marquer des points, notamment en déplaçant le ballon vite sur la largeur, grâce à ses trois quarts comme grâce à ses avants. Et pour finir, si je devais résumer 3 points dont la France devrait s'inspirer pour espérer décrocher une victoire à Twickenham, ce serait finalement assez simple. Le premier, c'est la défense. En étant efficace au plaquage et en venant disputer les rucks sans toutefois trop se consommer, un joueur au grattage, pas plus, le reste se repositionne pour la prochaine vague et pour agresser les porteurs de balles. 2. Discipline encore plus après le match face à l'Italie. Après ça dépendra aussi de l'arbitre qu'on aura, est-ce qu'il va accepter qu'on mette les mains tout le temps ou pas, mais c'est crucial d'éviter le plus possible de s'exposer au lancement anglais. Sur ce match, il n'y a eu qu'un seul maul à la toute fin, on sait que traditionnellement c'est une force du pack anglais, et pourquoi il n'y a eu qu'un seul maul? Tout simplement parce que les Écossais n'ont concédé quasiment jamais de pénalité, du coup il n'y a pas eu de pénal touche sur lesquelles les Anglais ont pu enclencher des mauls. Et troisième point, l'opportunisme. Là contre l'Italie on a eu plein d'occasions qu'on n'a pas su concrétiser, contre l'Angleterre ça marchera pas. Sur ce match, les Écossais sont des modèles d'opportunisme. Dès qu'ils rentrent dans les 22, ils marquent. Ils ont été des tueurs dans les zones de marque, et c'est l'une des clés du match face à une équipe aussi dense que l'Angleterre. Pour finir sur une note plus relaxe maintenant, j'aimerais vous montrer l'attitude de Russell sur l'essai incroyable de Van der Merwe, j'ai trouvé ça assez rigolo. Donc sur l'action d'avant, on voit Russell qui se fait secouer au plaquage par Farrell et qui perd le ballon au contact. Et on peut voir que dans la suite, ça chambre pas mal avec les Anglais. Les Anglais récupèrent le ballon, ils tapent loin devant et Van der Merwe relance. Et c'est là que ça commence à être intéressant. Regardez Russell, il fait l'effort de courir 40 mètres pour aller charrier Farrell parce qu'il a laissé passer l'ailier écossais. Un petit chambrage typique qui fait bien sourire, dites-moi si vous aussi vous l'aviez remarqué. Bref, j'ai déjà beaucoup parlé, la vidéo va être longue je pense, mais en même temps il y avait beaucoup de choses à dire. Bravo à l'Écosse pour sa victoire à Twickenham. Si la vidéo vous a plu, c'est important de me le faire savoir en vous abonnant, en likant et en me laissant un petit commentaire. Vous pouvez aussi me payer un café ou une bière selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, en me laissant un petit pourboire sur Utip ou en cliquant sur le bouton merci juste en dessous de la vidéo, là directement sur YouTube. Merci de m'avoir regardé, allez les bleus pour votre match face à l'Irlande, on se dit à la prochaine, bye l'Ovalie.